Et pour en débattre, je ne serai pas seule. Je me fais accompagner donc par les chroniqueuses du jour, notamment Aïssata Diakité, qui est juste en face, ou plutôt à ma droite. Lequel des micros on doit activer? Celui-là? Non? Oui, je pense que c'est bon. Alors, je le disais, Aïssata Diakité, elle est la rédactrice, chef de la rédaction de Kalak Radio. Diakité, bonjour et bienvenue. Bienvenue, merci Sané et bienvenue à tous. Alors juste à côté, on a Mariam Fodé Camara, également journaliste sur Espace TV, présentatrice du 19h45. Mariam Fodé, bonjour et bienvenue. Bonjour Sané, bonjour à ces femmes qui tous les jours sont sur pied, à nos mamans dans les confins, une pensée forte à elles, surtout à ces femmes dont les droits sont brisés en fait dans les foyers. On va en parler. Les grandes gueules. Alors juste à côté, Diaka Camara, Diaka également journaliste, animatrice, entrepreneur, entre autres, beaucoup de manteaux à la fois. Diaka, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je pense que c'est le micro. Je suis ravie d'être en si bonne et belle compagnie. Donc vraiment merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour finir, nous avons Marie-Lucie Camara également, journaliste d'Espace TV, présentatrice également du 19h45. Marie-Lucie Camara, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Sané. Habituée des talk shows d'ailleurs. Et voilà, bonjour donc à toute l'équipe. Voilà, ça fait plaisir, comme le disait tout à l'heure Diaka, c'est un plaisir en tout cas de partager ce temps avec vous. Et sinon, mention spéciale à toutes ces femmes qui pensent avoir fait honte de plus dans leur vie pour cette nouvelle année. Surtout, les grandes gueules. Merci beaucoup. Alors mesdames, je pense qu'on a planté le décor. On va commencer par le thème de cette année qui est pour un monde digital inclusif. Innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Je vais faire un tour de table pour avoir vos impressions d'abord par rapport au thème. Je vais commencer par Diaka Camara. Qu'est-ce que ça t'inspire? On met l'accent cette année sur la digitalisation et forcément tu es digital, on voit tout ce que tu fais, si tu permets, on voit tout ce que tu fais à travers les réseaux sociaux. Donc tu es très digital, tu es imprégné. Aujourd'hui pour toi, quelle est l'importance de la digitalisation dans l'épanouissement de la jeune fille, de la femme en général? Merci Aïssatou pour cette question. Au fait, la digitalisation et les nouvelles technologies sont au cœur de tout développement. Et lorsqu'on parle de l'égalité des sexes, lorsqu'on parle de la lutte contre les violences basées sur le genre, on y retrouve la nécessité de l'emploi de la digitalisation et de l'innovation. Par exemple, à travers l'innovation, les jeunes filles peuvent avoir accès à l'éducation, surtout dans les milieux ruraux. Les femmes, les mamans, les mères au foyer qui ont souvent du mal aussi à trouver la balance entre la vie familiale et la vie professionnelle, peuvent faire du télétravail, comme on l'a si bien vu durant Covid. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire du télétravail avec l'accès à Internet, à l'outil informatique, en milieu rural? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire du télétravail dans ces milieux-là? Lorsqu'on parle du télétravail, je parle de manière globale. En milieu rural, bien sûr, c'est un peu plus différent. Mais lorsqu'on prend, par exemple, comme on est en train de parler de l'innovation de la technologie, lorsqu'on prend le télétravail, c'est quelque chose qui peut vraiment contribuer à l'égalité des sexes. Dans le milieu rural, je dirais que l'innovation joue un rôle majeur à l'accès à l'éducation, à l'accès à la santé. Parce que comme vous savez, on n'a pas des centres de santé dans toutes les localités. Donc, à travers la télésanté, on peut faire des diagnostics, on peut vraiment aider les femmes qui sont dans des situations précaires. Et avec l'innovation aussi, on peut aider les femmes à avoir accès au crédit, à avoir accès aux finances. Comme vous savez, c'est pas toujours facile pour les femmes d'avoir accès non seulement au crédit et aussi de pouvoir vraiment gérer les finances. Par exemple, aujourd'hui, dans le domaine de l'agriculture, tu peux louer un tracteur à travers les plateformes monétaires. Je sais pas si je peux dire. Est-ce que ça se fait chez nous? Oui, absolument. Sauf qu'en région, c'est un peu compliqué parce que souvent les femmes qui sont dans l'agriculture, elles ne sont pas... En fait,
elles n'ont pas, comment je peux dire ça, elles ne sont pas instruites, je veux dire. D'accord. Donc parfois c'est compliqué, mais elles se font entourer quand même par des personnes. Je ne voulais pas dire le nom de la compagnie parce que je ne sais pas si on veut faire de la publicité. Mais exactement, mais les compagnies, tout le monde sait aujourd'hui comment transférer de l'argent. Forcément. Même si tu n'es pas, je parle des mobile money, tout le monde sait aujourd'hui comment le mobile money fonctionne. Et donc au niveau de l'agriculture, si je peux t'envoyer un mobile money, c'est que je peux payer pour louer un tracteur. Donc ça, c'est des trucs qui rendent encore une fois plus facile, qui facilite aux femmes l'accès aux finances. Et il y a un autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier. L'innovation développe des solutions. Par exemple, moi je prends un sujet que je connais très bien, les violences basées sur le genre. J'ai participé à un hackathon, là où des jeunes Guinéens ont inventé des solutions mais tellement innovatives. Par exemple, il y avait un jeune qui a proposé de faire une solution avec le téléphone. Comme vous avez dit, dans le milieu rural, tout le monde n'a pas le même niveau d'éducation. Donc avec le téléphone, son appli, si tu secouais le téléphone 3 fois, ça déclenchait l'alarme pour dire que la personne était en danger. Ah, d'accord. Vous voyez, une bonne initiative. Donc vous voyez, ça c'est l'innovation, ça c'est la technologie. Et donc absolument, pour vraiment qu'il y ait l'égalité des sexes et éradiquer des mots comme la violence basée sur le genre et vraiment faire respecter les droits des femmes et des enfants, il faut que l'innovation soit au cœur de cela. Justement. Et je pense par rapport pour rebondir à ce oui, que Marianne Fodé. Justement dans la sensibilisation ou même dans l'éducation, justement par rapport à cette question d'égalité de sexe, on peut utiliser également le digital pour faire des sensibilisations, des vidéos de choses que nous faisons. Justement, je crois il y a déjà des messages de sensibilisation que nous recevons à longueur de journée. Il faut le dire, c'est vrai que c'est bon en milieu rural encore, j'insiste, toutes les femmes ou toutes les filles n'ont pas accès à ces téléphones, comment on appelle ça, magnétiques, mais dans la capitale, par exemple, l'utilisation se fait, comment on appelle ça, on l'utilise. Donc, comme je le disais, nous pouvons encore une fois mettre cela en contribution pour faire des sensibilisations par rapport à l'éradication des violences basées sur le genre. Et pour rebondir même sur ce que tu dis, aujourd'hui, quand même en République de Guinée, tout le monde a accès, pas tout le monde, mais la majorité ont accès. Moi, je suis partie jusqu'au bas-fond de Télémilé pour vous dire que la majorité, ils ont accès à tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et donc, comme ma consoeur l'a si bien dit, ça aussi, c'est de l'innovation. Parce que si on peut utiliser les réseaux sociaux au lieu des canaux classiques comme la télé et la radio pour faire passer... Parce que par là, l'information passe plus vite et ça, on peut atteindre la cible. Et au-delà même de l'information contre les VBG, mais information, tout ce qu'il y a, par exemple, par rapport au financement que le gouvernement met en place, par rapport... Parce qu'aujourd'hui, on utilise Facebook, surtout, je vois le gouvernement aujourd'hui communiquer sur Facebook, sur toutes les initiatives. Ils ont tous des community managers. Ils ont beaucoup de community managers. Exactement. Oui, ils ont même des TikTok. Ils ont des... On voit même sur les réseaux aussi, il y a des femmes actuellement qui se battent à leur manière. Et à travers ces plateformes digitales pour revendre des produits. Justement. Oui, ça c'est le e-commerce. Exactement. Il y a une forte présence aujourd'hui de e-commerce à travers les réseaux sociaux. Marie-Lucie Camara. Oui, il serait très important qu'on parle de tout ce que font les femmes aujourd'hui, mais spécifiquement, j'aimerais bien toucher le thème comme on le dit déjà. Et cette année, moi, je pense que c'est une invite qu'on fait pour les femmes surtout. C'est une invite, on voudrait vraiment que les femmes soient aussi impliquées comme les hommes. Tout ce que nous disons par rapport à l'innovation, par rapport à tout ce qui s'est passé autour du digital, c'est vrai, quand on fait un peu le résumé ou le bilan, on dira qu'il y a plus de la gente féminine, de la gente masculine plutôt que la gente féminine. Exactement, et selon les statistiques, il y a au moins 60% plus d'hommes qui sont imprégnés de la technologie et de l'innovation que les femmes. Par rapport aux femmes. Donc, en fait, je pense que c'est une façon de dire aux gens, il faudrait que les femmes aillent beaucoup plus vers l'innovation, la technologie. Et parlant de l'innovation aujourd'hui, je pense qu'on va aller aussi à la base. C'est depuis les sciences exactes, par exemple. On sait, à notre temps, les femmes ont du mal, par exemple, à se lancer dans ces filières, non? C'est une réalité que nous avons traversée. Donc, et c'est juste une invitation. On essaie juste de montrer que c'est fait aussi pour les femmes. Et donc, il est temps qu'on se réveille et qu'on se lance aussi dans l'innovation, dans la création, le digital en un mot. Alors, je pense qu'on va mettre l'accent sur ce digital. Autrement, tout ce que nous faisons aujourd'hui, on va parler, par exemple, du lien du digital.
Aujourd'hui, quand on parle de digital, tout tourne autour de ce qui se passe, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Internet et autres. Diaka le disait, moi je pense qu'aujourd'hui, le digital est devenu un point central pour tout ce que nous faisons. Incontournable. Que ça parle de la communication, de la formation, de l'information, tout tourne autour de ça. Et donc, il est temps que nous, femmes, ou celles qui ne sont pas encore karma à fond, qui n'ont pas adhéré en tant qu'à l'idée, qu'on soit à fond dans le digital. C'est très important. Et justement, je vais revenir sur la question, et je la pose à Marianne Fodé. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que les filles, les femmes soient beaucoup plus imprégnées du digital, de la technologie, pour ne pas qu'elles soient victimes de cybercriminalité? C'est l'éducation, ça l'est tout. Moi, je résume tout cela à l'éducation. Et l'initiation surtout à cet outil aujourd'hui qui reste incontournable pour le développement, non seulement de la femme, mais du monde. Je pense que tout passe par là. Mais je pense qu'il y a exactement l'éducation, mais l'accès à l'éducation. Parce que les hommes, les garçons ont plus l'accès à l'éducation dans notre pays que les filles. C'est la fille qui reste à la maison, celle qui fait le ménage. Justement, cette question d'inégalité de sexe, c'est un travail de fond que nous devons faire là-dessus. Et cela commence d'abord par les familles. Parce que c'est là où tout racine, c'est ça dans les familles. Oui. C'est là où tout commence. Je te donne un exemple très pratique. Moi, j'ai un garçon et une fille. Maintenant, le garçon, quand il s'agit de jouer au play, il dit à sa soeur, donc ça c'est fait pour les garçons. Mais qu'est-ce qui te dit? C'est là ça commence. Donc la dernière fois, ça m'a dit que je l'ai dit tout de suite. Qu'est-ce qui te fait croire que ça c'est pour les garçons? Non, au même moment, tu as le droit de jouer à ce jeu. Elle a le même droit que toi. Comme les hommes ont le droit de jouer à la poupée. C'est pourquoi je dis ça doit commencer d'abord à la maison, cette question d'éducation, inculquer des valeurs aujourd'hui, parce que c'est ce qui est en train de nous fatiguer tellement, nos mœurs et nos coutumes, qui font que on pense aujourd'hui on classifie directement dès qu'une fille naît, voilà, c'est ce que tu dois faire, c'est la vaisselle, c'est la cuisine, c'est tel. Et l'homme, c'est cela. Non, je pense que nous, surtout nous les mamans, nous avons un gros travail à faire sur ce plan afin de changer la donne pour la future génération. Comme elle l'a dit, l'accès aujourd'hui, comment on appelle ça, la scolarité des jeunes filles reste une grande question aujourd'hui, encore une fois, en milieu rural. Parce qu'il y a des familles aujourd'hui, tu ne peux pas leur dire de laisser leur fille pour partir à l'école, alors qu'il y a des travaux ménagers à faire à la maison. Ils ont toujours du mal à comprendre. Et au-delà de ça, pour des questions économiques aussi, s'ils ne peuvent pas envoyer tous les enfants à l'école, eh bien, ils envoient les et pour faire amener les garçons. Et justement, c'est aussi un problème de notre société. Là où je voulais vraiment... Allez, si tu permets, on va passer la parole à Aïssata Diakité avant de revenir avec Marianne Fodé. Justement, et pour que aussi le digital joue un rôle, en tout cas dans l'égalité des sexes, il faudrait qu'on fasse aussi la promotion, qu'on pense un peu à ces femmes qui sont à l'intérieur, qui vivent en milieu rural, parce que c'est vrai que tout le monde a accès à un téléphone portable, à Internet, on peut prendre des photos, on publie, mais est-ce que pour autant ces femmes savent comment utiliser ces pages-là? Il faut une formation dans ce sens pour leur permettre de l'utiliser, mais à bon escient. Exactement. À bon escient. Surtout ça. Parce que en fait, le digital, c'est pas les réseaux sociaux seulement, parce que je pense qu'on fait un peu les gens confondent. Digital n'est pas forcément réseaux sociaux. Réseaux sociaux fait partie du digital. Je pense que voilà, c'est juste une partie intégrante du digital. Oui, bien sûr. Parce que quand on parle du télétravail, c'est du digital. Forcément. Quand on parle de la télésanté, c'est du digital. Forcément. Quand on parle de tous ces crédits en ligne pour l'accès au financement, c'est du digital. Mais c'est vrai, c'est important de le noter parce qu'ici, lorsqu'on parle de digital, tout le monde pense aux réseaux sociaux. Et particulièrement à Facebook, alors que c'est pas le cas. Alors c'est pas le cas. On parle aussi de la technologie Carmos qui n'a rien à voir avec tout ce que nous citons. Et de l'autre côté, si moi j'aimerais bien rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation, l'impact sociétal qui est sur la femme en général, pas que le cas guinéen, mais spécifiquement quand on se concentre sur le cas guinéen. D'après les statistiques, on sent quand même qu'à chaque année, à chaque évolution de la femme, il y a carrément un recul au niveau de l'effectif des femmes. Et moi je dirais s'il y a à quel niveau? Au niveau de l'effectif, en fait, de la formation. D'accord. Je veux parler de la formation, en fait. Depuis le bas âge jusqu'au lycée, même hier, il y a eu des statistiques. C'est vrai qu'en élémentaire, par des grossesses non désirées, le mariage précoce. On va dire par là qu'on commence avec un grand nombre, par exemple. Oui, à l'élémentaire, il y a beaucoup plus de filles. 50-50 par exemple. 50-50 filles, garçons. Plus on sent en tout cas une diminution au niveau de l'effectif des femmes ou des filles en homo. Et c'est dû à quoi, c'est dû à l'impact ou à l'influence sociétale sur nous. Il y a l'influence sociétale aussi culturelle.
Et donc, Surtout. pour cela, Ouais. oui, c'est surtout ça. Il faut dire la réalité. Tout à l'heure, tu as donné un exemple. Non, on pense qu'il y a des activités pour femmes et des activités pour hommes. Et donc, c'est un combat commun. Et donc, moi, là, chaque 8 mars, je le dis, c'est pas un combat du jour, au fait. Il va falloir qu'on aille à la base et qu'on implique tout le monde. Ce combat, il doit être unanime. Au fait, on doit le faire avec aussi avec les hommes, en fait, je veux dire. Merci. Et je On suis doit le tellement faire avec contente les que tu hommes. dises ça. Tout le monde doit partir avec nous et comprendre. Aujourd'hui, l'émancipation de la femme, ça y va dans l'intérêt de l'homme. C'est aussi ça la réalité. Et puis lorsqu'on parle de l'égalité des sexes, les droits des femmes et des enfants sont des droits humains. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est femme et enfant qu'on les réclame, c'est parce que c'est normal, qu'on c'est est des être droits. humain avant tout. Voilà, nous sommes est êtres humains être avec humain, droits on veut et d'avoir un devoirs sexe. universels. Bien sûr, Nous sommes tous C'est des droits égaux, droits et universels. devoirs, voilà, Exactement. devant- Mais encore, Les pour parer à grands ça, il faut que les sociétés soient moins patriarcales. C'est ça. Et ça, oui, il je suis faut d'accord. des femmes à des postes de responsabilité à tous les niveaux afin de Pas qu'à vraiment... des postes de responsabilité, Des mais postes qu'elles de jouent prise de également le décision. rôle qu'elles doivent C'est ça. jouer. Mais justement, c'est parce non, qu'il y a poste des de responsabilité. Quand tu as des C'est postes de ça, responsabilité, tu prends les décisions, tu prends les forcément. décisions. C'est ça, Forcément. au fait. Il faut aussi C'est ramener ça. ces hommes, il faut ramener les hommes à la raison et comprendre Il y a une chose l'impact qui de la en chose. fait, me Je tient pense à que cœur c'est justement plutôt, par rapport à si la tu permets, question. je pense que c'est un combat de tout le monde. De tout le monde, chacun. exactement, c'est là le Et problème. parler des droits des femmes, c'est pas marginaliser les hommes. Exactement. Ou c'est pas aller en combat Donc, quand on contre le fait, les on peut hommes. même pas les mettre à Mais l'écart. c'est pas aller Ils en doivent combat être là. contre les hommes, mais c'est Oui, tout on se simplement... tient la main pour avancer. On va s'écouter. C'est tout simplement pour dire à tout le monde, à toutes les couches sociales, que nous sommes des êtres humains, nous avons des droits et des devoirs comme tout le monde. Acceptez-nous ou acceptons-nous comme des êtres humains. Absolument. Je pense que c'est surtout ça le combat des droits des femmes. Ça n'a Exactement. rien à voir avec on veut être plus que les hommes, on veut être plus que les femmes. Le combat n'est pas là. Et je pense qu'il y a un peu aussi amalgame à ce niveau. Il y a des gens qui en débattent, mais je pense qu'il y a confusion quelque Oui, part. parce qu'au fait, des fois, ils en font un combat d'ego. Exactement. Alors que c'est pas un combat d'ego, c'est-à-dire l'ego, je parle de EGO, l'ego là où sûr, ouais, bien sûr. toi tu es femme, tu penses que tu peux Ouais, faire ce tu que peux faire l'homme peut mieux faire, que- alors ouais. que non, ça n'a rien à voir, Oui. c'est des droits, c'est des basic human rights, comme on le dit en anglais. Et c'est des d'où droits s'impose fondamentaux. encore le Qu'au thème, début, comme on le disait. quand même de la lutte pour les droits des femmes, c'était la réalité, quoi qu'au début. Mais les choses ont changé depuis 1917 quand Bien même. sûr. Au fur et à mesure, Après une et- quarantaine d'années quand même, on revient toujours sur cette fête du 8 mars. Et tout à l'heure, je pense que c'est déjà l'un des pas ou l'un des points pour qu'on puisse choisir ce thème. Il est important qu'on dise aux femmes que ces métiers ne sont pas faits que pour les hommes. Absolument. C'est ça même l'idéologie de la chose. Et donc, parce qu'on reconnaît quand même que le digital, en un mot, quand on parle digital, tout à l'heure, on parlait de l'explication, on parle des les matières carrément qui sont liées d'ailleurs, parce que je fais toujours à la base, en fait, parce que c'est là. On entend parler de l'innovation ou de la technologie, c'est quand vous avez appris aussi la profession ou la matière. bien sûr. Et mais déjà, depuis la base, on sait que les femmes fuient ces matières. Les femmes fuient carrément tout ce qui est lié à la technologie. Et donc, Mais au fur et à mesure, la ça donne change. oui, change. ça change souvent quand même. Hein. La donne change et je pense que c'est pas forcément qu'elle fuit, mais peut-être il y a les pesanteurs qui disaient c'était pas dédié Parce que le pour. choix Et de- quand on on inculque se certaines victimise. choses Non, pas qu'on aux se victimise. personnes, Tu sais, des oui, fois, il y a des tendance parents à qui contribuent, par exemple, au se choix recroqueviller. des options. Il y a des parents même qui contribuent au choix des options Je suis par rapport d'accord. aux enfants. Il y en a qui disent non, puisque c'est une fille, on l'amène en sciences On a sociales. l'influence au fait Voilà, de- on pense que c'est là-bas, il y a plus de facilité pour la femme et pour la jeune fille Et par la rapport à donne change, l'éducation. par exemple, à la rédaction d'Espace TV, on Bien a fait un sûr. reportage là-dessus, où il y avait aujourd'hui beaucoup plus de filles, de filles Bien qui sûr. partent Oui, bien en sûr. matière exacte, Bien et c'est tout Et qui simplement sont bien agréable. positionnés en plus. Hein. Mais forcément, qu'est-ce que tu veux Il faut Oui, dire Diakité. aussi que cela m'envoie à cette réflexion de Simone Beauvoir qui dit D'accord. aussi que on n'est pas femme, mais on le devient. Bien sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas biologique. Le fait d'être femme n'est pas biologique, c'est culturel plutôt. Parce que c'est au fur et à mesure, au fil des ans, on nous fait comprendre que les filles, non, vous êtes filles, vous devez faire les tâches ménagères de la maison, et puis le garçon, il va à l'école. Il faut que tout le monde joue sa partition, que les parents, que la société, les autorités, tout le monde doit jouer en fait sa partition pour faire avancer les choses. Et parlons du digital aussi, c'est aussi une opportunité à saisir. Il faut vraiment insister sur le cadre de la formation. Bien. Alors, mesdames et messieurs, on a planté le décor. Dans un instant, nous recevons notre premier invité. Il s'agit de Dr Makale Traoré, qui est déjà avec nous dans ce studio.
juste après ceci. Toutes et tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans la seconde partie de l'émission Les Grandes Gueules, le talk show qui décrypte l'actualité socio-politique et à l'occasion donc de la Journée internationale des droits des femmes, dont le thème de cette année porte sur pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, tiré du grand thème qui est l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Nous allons donc discuter dans ce cadre de la planification familiale, cette fois-ci comme un des moyens d'autonomisation des femmes et des filles. Et pour en parler, nous recevons Madame Awa Kamara, elle est sage-femme. Madame Awa, bonjour et bienvenue à vous. Le micro, juste là, je pense que c'est pas activé à son niveau. Voilà, juste le temps, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, bonjour encore une fois et bienvenue à vous dans Les Grandes Gueules. Bonjour, merci. Alors, nous avons juste en face Monsieur Abou Maïmouna Diallo, également président du réseau des jeunes ambassadeurs sur la santé de la reproduction. J'espère que c'est le titre. Bonjour Monsieur Diallo et bienvenue à vous, à tous les deux. Bonjour Sané. Alors, vous avez une particularité, vous avez lié digitalisation ou digital avec planification familiale. On va d'abord commencer par Madame Awa Kamara pour entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la planification familiale, vous en tant que sage-femme? Merci Madame Sané. Oui, dans le micro, vous allez juste parler un tout petit peu plus fort. En fait, je vais juste faire un bilan sur la planification familiale. D'accord. Au cours de la réunion de Ouaga, l'État guinéen s'est engagé d'obtenir les 18,52% en 2023. Mais actuellement, nous sommes à 11%. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on n'arrive pas à 18%. Ces facteurs-là sont liés aux femmes, aux prestataires, à la communauté. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas venir directement se faire planifier parce que les maris ne veulent pas ou ils ne veulent pas que la communauté chasse qu'elle se planifie. Donc on a ces problèmes dans les structures. D'accord. Pour ce fait, on donne 2 fois nos numéros WhatsApp aux clientes. D'accord. On communique avec eux sur WhatsApp parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas venir dans les structures, mais à travers la communication sur WhatsApp, on arrive 2 fois à satisfaire leurs besoins en ce qui concerne la planification familiale. Est-ce que depuis ça, les femmes viennent en plus grand nombre pour se planifier? Oui. D'accord. Ils viennent en plus grand nombre. D'accord. Parce que des fois, quand vous communiquez, après, elles ont le courage de venir vous voir dans vos structures. D'accord. Dû à la communication. Oui, Marianne Fodé. Alors après, justement, par rapport à la même question, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'exercice justement de la planification familiale, vous avez eu à avoir des couples qui ont eu des problèmes par rapport? Si oui, est-ce que ce couple est venu vers vous et qu'est-ce que vous avez mené comme action pour sensibiliser? Parce que vous l'avez rappelé, aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent vraiment se faire planifier, mais dans les couples, ça cause problème. Parce qu'on pense qu'il ne revient pas à la femme de décider quand est-ce qu'il faut faire l'enfant, quand est-ce qu'il ne faut pas faire l'enfant. Encore une fois, on revient sur la question des pesanteurs sociaux. Oui, on a souvent reçu des couples comme ça. La femme vient d'abord se faire planifier sans le consentement de son mari. Et après, le mari découvre, il vient à l'hôpital. Des fois, il vient créer des problèmes. Ouais. Pourquoi vous avez planifié ma femme? J'ai été victime. Mais le monsieur, finalement, on a communiqué. On lui a expliqué les avantages de la planification sur la femme, sur les enfants, sur l'homme et sur la communauté. Et au finish, il a accepté que sa femme continue avec sa méthode de planification. Et pourquoi généralement les hommes ils sont réticents par rapport à la planification familiale? C'est dû à quoi? Bon. Quel est l'argument qu'ils apportent? Ça dépend des mentalités des hommes. Vous savez, en Afrique, on pense avoir beaucoup d'enfants. Mais je pense aussi que c'est une question d'éducation. Parce que je pense que vous avez vu l'approche lorsqu'ils viennent récalcitrants et fâchés. Vous prenez le temps, vous leur expliquez, ils comprennent. Donc je pense qu'il faut faire de la sensibilisation en amont. On a vu la même chose au niveau de la vaccination. Les femmes étaient récalcitrantes à vacciner leurs enfants. Mais lorsque vous venez avec eux, avec l'information et la communication, encore une fois, joue un rôle primordial pour vraiment
changer les habitudes, les mentalités et aussi pallier à toutes ces difficultés culturelles qui sont imposées par la société. Et justement, parlant aussi des sensibilisations, je voulais amener à cette question parce que généralement les filles, est-ce que les filles ont accès à ces services de planification? Il y en a même qui ont honte d'aller à l'hôpital, vous le disiez tantôt, par peur d'être pointées par des gens qui pourront certainement dire qu'elles sont sexuellement. Et donc, du coup, comment faire pour que cette confiance-là existe entre votre service et ces femmes-là? Ok. Sur ce plan, le ministère de la Santé, en collaboration avec quelques partenaires, on va citer Jipaigo, qui ont fait des activités et qui sont en train encore de mener des activités. On a même fait des Facebook Live sur la planification familiale et la santé de la reproduction avec les jeunes ambassadeurs. Donc, sur place, les filles, les ados jeunes intervenaient, ils posaient leurs questions. Il y a une application aussi que M. Diallo va vous parler, l'application Kouye, où les filles sont autorisées à poser toutes les questions et sur place, ils ont leurs réponses. Ils ont leurs réponses. Et puis, le ministère a aussi, avec l'appui des partenaires, a formé toutes les structures, presque toutes les structures publiques de la Guinée en planification familiale. Même les postes de santé, il y a des prestataires qui sont formés là-bas pour mettre la planification familiale à la proximité de la communauté. Les pharmacies aussi ont été formées. Ils ont formé 92 pharmacies de Conakry, 2 de Dubreka et 2 de Koya. Moi, par rapport à la formation, formé aussi les cliniques privées. 76 cliniques privées ont été formées en planification familiale. Les relais communautaires ont été formés aussi. C'était ça ma question. Dans le milieu rural, la communication de proximité, elle se fait comment? Est-ce que vous partez de porte à porte? Beaucoup de relais communautaires ont été formés à l'intérieur du pays. D'accord. Oui, mais comme l'a dit Diaka, c'est quoi le rôle? Ils vont de porte à porte, la stratégie de communication sur le terrain. Ils vivent déjà dans la communauté. Deux fois, ils font de porte à porte et que la communauté est informée qu'ils peuvent leur donner des informations sur la planification familiale. Il y a des moments où les femmes là viennent vers eux. Parce qu'on a constaté qu'ils peuvent mieux communiquer avec les femmes. Absolument. Mais est-ce que les femmes sont beaucoup plus accessibles, ouvertes à la communication, ou est-ce qu'au début elles sont réticentes? Surtout à l'intérieur du pays. Justement, voilà pourquoi je pose la question. À l'intérieur du pays, elles sont réticentes. Pourquoi dans les unités PF, il y a plus de femmes que d'hommes? Parce que si c'est les femmes qui viennent vers les femmes, la communication est facile. Et dans ces structures-là aussi, les femmes, certes, elles sont venues pour autre chose, pour la CPN, pour la vaccination de leurs enfants. Mais à l'accueil, on fait la causerie éducative sur la planification familiale. Et après ces causeries éducatives-là, il y a des femmes qui contournent, ils viennent vous voir. Madame, vous avez parlé tout de suite là, je suis intéressée. On a souvent des salles de counseling où on rentre avec ces femmes-là, on leur fait en privé. En privé. D'accord. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de femmes, c'est vrai, pas forcément qu'elles soient instruites ou pas, mais on sait quand même qu'il y a un bon pourcentage de femmes qui hésitent. Jusqu'aujourd'hui, pratiquer la planification en homo, quel que soit le type de planification en homo. Alors vous, en tant que spécialiste dans le domaine, parce que nous savons que c'est par manque d'information ou ignorance tout simplement que les femmes ne font pas. Est-ce que pendant vos discussions avec elles, vous prenez le temps quand même d'expliquer le côté négatif, parce que c'est ce qu'on ressort souvent de la planification. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre? Oui, le côté négatif, deux fois c'est elles-mêmes qui nous parlent des côtés négatifs. Par exemple, elles disent je veux ça, mais ma copine me dit que ça fait ça, ça fait ça. Exactement. Surtout les effets secondaires. Et surtout. Donc, dans le counseling, on n'occulte pas les effets secondaires. On parle toujours des effets secondaires. On leur explique. Si elles acceptent ça avec ces effets secondaires-là, nous-mêmes, on est tranquille. Mais si tu caches les effets secondaires et que la femme adopte une méthode, elle a des effets secondaires, non. Tu ne peux même pas dormir. C'est des coups de téléphone, j'ai ça, j'ai ça. Donc les effets secondaires, c'est néfaste, les effets secondaires, c'est néfaste pour la santé plus tard. Pas forcément. Ça dépend de la morphologie. Ça dépend de l'organisme de la femme. Moi, je peux prendre une méthode contraceptive. Les effets secondaires que j'aurai, elle prend, elle n'a pas ces effets secondaires. Chaque être est spécifique. C'est comme les médicaments, en fait. On te prévient toujours que en fonction des corps et de comment tu es, tu peux avoir des réactions, des effets secondaires. Donc c'est bien de les informer. Mais encore une fois, en tout cas,
félicitations, c'est pas un travail facile. Oui, c'est pas un surtout aller travail vers Et puis, il y a une communautés, méthode leur maintenant qui expliquer. rend les femmes autonomes. Laquelle? Le DMPA Soukitane, ça y est, la presse. Ça veut dire- On les apprend, c'est Parce des que ça, c'est des injectables. termes purement. On les apprend à s'auto-injecter. Ah, On supervise une fois, elle revient 3 mois après, on supervise encore. d'accord. Elle respecte les étapes, on leur donne des doses ok. au rendez-vous et elle-même, elle s'auto-injecte à la maison. C'est bien ça. Donc, Ouais. en fait, on ne se planifie pas une seule fois, mais on le fait plusieurs fois, c'est Oui, il ça? y a des planifications qu'on fait. Périodique. C'est Ok. c'est périodique. D'accord. Il y a des planifications de longue durée Et il y a d'action, il y a plusieurs- des courtes durées d'action. Donc, il y a les planifications naturelles aussi, comme la maman, D'accord. qui est une nourrice allaitante, peut adopter pendant 6 mois. D'accord. C'est naturel, elle n'a pas besoin d'hormones. D'accord. Et quelle est la place du digital justement dans vos activités? Le digital dans nos activités, pendant Covid, on suivait beaucoup de formations sur Zoom parce qu'on ne pouvait pas réunir Télétravail. beaucoup de personnes dans la même salle. Télétravail. Et on a des plateformes sur WhatsApp où on peut communiquer avec nos superviseurs pour remonter les données ou résoudre des problèmes. Et souvent, on donne nos numéros de téléphone, de numéros WhatsApp aux clientes. On les envoie les vidéos sur l'auto-injection parce qu'on a les vidéos sur l'auto-injection dans toutes les langues, en français et dans toutes les langues vernaculaires de la Guinée. Donc, on les envoie à chaque fois qu'elles veulent s'auto-injecter, elles visualisent la vidéo. Puis Et, c'est parti. et y a-t-il des solutions plus innovantes au niveau de la planification familiale qui sont mises en avant? Attend des solutions dans ce domaine? Reformuler la question. Non, je voulais dire en termes d'innovation, est-ce que nous avons des solutions? Parce que je pense que M. Diallo... Oui, il va parler c'est d'une lui qui va application me parler. tout à l'heure. Voilà, Ils ont D'accord, créé des je pense applications, donc, qu'on a fini avec le domaine de madame. Elle est sage-femme. Et le côté digital, c'est avec c'est avec Monsieur Monsieur Diallo Diallo. Abou Maïmouna. Alors vous êtes président du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction. Vous avez mis en place, si je ne me trompe, une application qui facilite justement la planification familiale. Est-ce que c'est le cas? Expliquez-nous comment est-ce que ça se passe. D'abord, c'est venu d'où? Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, nous sommes beaucoup plus dans la mobilisation sociale. Nous sommes des jeunes. Les grandes donc, gueules. nous ne faisons pas ce qu'on appelle la prestation Dans de le service. micro. Ok, pardon. Nous ne faisons pas ce qu'on appelle la prestation de services. Donc nous sommes dans la mobilisation sociale. En dehors des campagnes digitales, à travers les faits. C'est bon? Oui, c'est bon, Ok, allez-y. désolé. J'ai dit en dehors des campagnes digitales que nous faisons à travers les Facebook Live, les publications des affiches et des visuels sur les réseaux sociaux, mais aussi des tweets que nous faisons au TweetSpace. En dehors de tout ceci, nous avons pensé que aujourd'hui les jeunes ont besoin d'accéder à avoir accès aux informations sur la santé de la reproduction, notamment la planification familiale. Parce que vous savez autant que moi que le sexe est tabou chez nous, on n'en parle pas. On en parle peu, oui. Voilà. Donc, il fallait réfléchir sur un prototype de plateforme qui pouvait permettre aux jeunes d'avoir des informations claires et précises sur non seulement la santé de la reproduction de façon générale, mais aussi sur la planification familiale. D'accord. C'est-à-dire que c'est pourquoi on a réfléchi et développé cette solution digitale, que nous on aime l'appeler, qui s'appelle Kouye. C'est d'où même le nom Kouye, quand vous le savez. Kouye, c'est en langue soussou, c'est un jeu de cache-cache que les enfants font à l'enfance. Quand les enfants se cachent, disent Kouye, l'autre vient les chercher. on connaît tous le Donc, jeu. le sexe est un peu à l'image de ça. Donc D'accord. c'est un jeu de cache-cache qui est un peu à l'image de ça. D'accord. Tout le monde le pratique presque, mais personne ne veut en Personne parler. n'en parle. Donc, C'est d'où comme on si a ça choisi n'existait le nom même pas, Kouye. hein. Donc Kouye offre des services et surtout ce qui est plus important dans Kouye, c'est que nous avons un menu là-dedans qu'on appelle centre. C'est là on a essayé de mettre en tout cas les centres conviviaux qui sont adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes. Donc on les a listés, on a pris les contacts des personnes, des responsables de ces centres-là, et puis le centre est géolocalisable. Ça permet aux jeunes sur place il peut rentrer dans Kouye et puis dans le menu centre pour savoir, par exemple je suis à Matoto, quel est le centre jeune, parce qu'il y a des centres de santé, mais il y a des centres jeunes qui est à proximité. Et directement il peut cliquer sur le centre et même s'il ne connaît pas l'endroit exact, l'application peut l'orienter vers le centre directement, ou il peut appeler directement le responsable du centre pour prendre programme avec lui.
D'accord. Oui, Mariam Fodé, une question à M. Diallo. Oui, justement, dans ce travail, est-ce que vous avez le retour après? Ceux-là qui viennent vous voir souvent, c'est quoi leur retour après avoir discuté? Parce que souvent, c'est ça, les sensibilisations que vous faites autour. Quand ils rentrent, est-ce qu'il y a un retour après? Oui, bien sûr, il y a un retour. Et il faut savoir que nous faisons bien sûr des campagnes sur les réseaux sociaux. À chaque fois, il y a des filles, nos pères, nos amis, des filles qui nous écrivent à tout moment, j'ai besoin de cette méthode, est-ce que vous pouvez me donner d'humbles explications ou est-ce que je peux l'avoir? On peut l'orienter. Mais il y a un menu dans Kouye qu'on appelle le forum. Le forum, c'est ça le menu presque le plus important parce que là, ça donne la latitude aux utilisateurs de poser leurs questions, n'importe quelle question que vous voulez, que ce soit sur vous ou en tout cas sur les différentes méthodes qui existent. Et puis il y a l'interaction entre vous et ça permet à d'autres personnes non seulement d'intervenir, mais les modérateurs de Kouye que nous sommes, nous prenons la question et nous donnons la bonne réponse. Et si c'est une orientation, on l'oriente vers une structure sanitaire ou directement nous travaillons avec des prestataires de santé que nous avons leur contact. On peut mettre leur contact à la disposition de la personne qui peut les appeler. Diaka Kamara. Oui, Monsieur Diallo, d'abord félicitations, merci, bravo, Hifoshi. Donc on a besoin de beaucoup de Monsieur Diallo. C'est une avancée. Vous voyez souvent l'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions en fait à des problèmes qui existent déjà. Exactement. Monsieur Diallo, donc félicitations sur l'application. Vous savez, on a un très grand problème en Guinée, c'est la question de données, de data, de statistiques. Nous n'en avons pas. Donc, à travers l'application, est-ce que vous avez des statistiques? Est-ce que vous avez des données pour savoir le nombre de personnes qui viennent vraiment et qui utilisent l'application? Et surtout des filles et femmes. Voilà, en termes de data. Est-ce que vous avez des statistiques? Oui, bien sûr, en termes de statistiques, il y a bien sûr toute personne qui télécharge Kouye, il y a non seulement les statistiques sur le nombre de téléchargements, mais il y a des statistiques sur le nombre d'utilisateurs. Parce que 100 personnes peuvent télécharger, mais tu peux voir qu'il y a que 50 personnes qui utilisent. Donc il y a ce nombre. Et puis c'est stratifié en genre, en sexe, pardon. Donc il peut y avoir le nombre, non seulement de femmes, ça nous permet de connaître quel est le nombre de femmes qui l'utilisent et quel est le nombre de l'homme qui l'utilise. Et même à date, actuellement. Vous avez un chiffre à date? Oui, le nombre de téléchargements dans Kouye, il faut dire que nous sommes à 2000 et quelques de téléchargements. Bravo. Maintenant, le nombre d'utilisateurs, la semaine dernière, on a eu un échange avec le concepteur qui ne nous a pas, il faut préciser ça, qui ne nous a pas encore donné l'accès à ces chiffres, mais quand on a échangé, on est en tout cas à 1500 et quelques utilisateurs réguliers de 1500. Oui, 1500. La majorité, hein? Oui, et Kouye utiliser régulièrement Kouye a été créé depuis quand? Kouye a été créé on a commencé le processus en février 2021. Mais il faut dire que nous avons fait le lancement le 22 février 2022. Mais félicitations, déjà, c'est déjà Oui, Diakité. Je reviens toujours à cette question. Est-ce que les jeunes y ont accès? Parce que moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler une application existe comme ça. Est-ce que les jeunes y ont accès? Oui, bien sûr, les jeunes ont bien sûr accès. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi actuellement, il faut dire que nous sommes sur la grande promotion de Kouye, c'est-à-dire qu'on a identifié les points focaux, les animateurs dans toutes les régions du pays qui font des sensibilisations, des causeries éducatives, des porte-à-porte pour informer. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous passons aussi dans des radios, dans les télévisions pour parler un peu de Kouye. C'est vrai que quelle qu'en soit la communication que nous faisons, certains peuvent dire toujours que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Madame, vous êtes informée, partez sur Play Store et puis mettez juste Kouye et puis vous téléchargez l'application. Et ce qui est bien aussi, c'est que Kouye est disponible en version site web aussi. Donc si tu ne peux pas télécharger l'application, tu peux aller sur Google, tu mets www.kouye.com. Directement tu as l'accès. Et c'est les mêmes informations qui sont sur le site, c'est les mêmes informations qui sont sur l'application. Est-ce que le site aussi tient compte de ceux-là qui vivent en milieu rural? Parce que ce ne sont pas forcément des gens qui savent lire et écrire. Oui, bien sûr. La spécificité de Kouye, c'est qu'au début, quand on était sur les analyses, il fallait penser aux jeunes non scolarisés parce qu'on sait que chez nous, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, il fallait penser à eux. Donc, c'est pourquoi on a créé un menu là-dedans qui s'appelle les multimédias. Les multimédias, ce sont des vidéos qui sont là et des vidéos en langue nationale. Donc, notre objectif, bien sûr qu'actuellement, il y a des vidéos en français, mais notre objectif, c'est de les enlever et produire beaucoup plus de vidéos en langue nationale. Pour parler directement à la communauté. Donc, ça, c'est un. Et deuxièmement aussi, c'est qu'il y a un autre menu qu'on appelle les FAQ. Actuellement, nous sommes en train d'implémenter c'est-à-dire la traduction de ces FAQ
mais en audio dans nos différentes langues. C'est-à-dire on va cibler 4 langues principales qui sont beaucoup plus parlées. Donc il y aura cette option-là. Est-ce que tu veux l'écouter en malinké? Est-ce que tu veux l'écouter en soussou? D'accord. Donc ça, c'est pas encore implémenté, mais nous sommes en train de travailler. Sûrement, en tout cas, d'ici la fin d'avril, on peut implémenter. Et c'est une belle initiative. En termes de financement, qui finance Kouye? Merci Parce beaucoup. que même la communication, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Et je pense, Madame Diaguité, pour répondre à votre question, si nous n'avons pas entendu parler de Kouye, c'est qu'ils font la communication en fonction de leurs moyens. Et donc ça, c'est une information très importante à vulgariser. C'est pour ça que je demande, en termes de financement, qui finance ce projet? D'accord. Donc le processus de Kouye implique plusieurs partenaires, il faut le dire. D'abord, c'est le gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, voilà, qui a le lead. Mais les partenaires qui sont impliqués, d'abord, il faut dire qu'il y a un fonds qui vient de l'Union européenne à travers la coopération allemande GIZ, mais aussi il y a Enabel qui est impliqué à travers son intervention chez DISAID. Donc, ce sont des partenaires. Et la You Foundation qui ne sont pas basés là, qui sont basés en Allemagne, donc qui aussi financent une partie. Donc, tous ces partenaires-là, en tout cas, donnent quelque chose. Contribuent à voilà. Mais quelles sont les perspectives de Kouye? Sur quoi est-ce que vous voulez aller dans peut-être, je dirais, dans 2 ans ou 3 ou même plus? D'accord. En fait, il faut dire, notre perspective principale, c'est que Kouye soit une plateforme, que Kouye soit un outil digital que tous les Guinéens puissent l'utiliser. Non seulement les citoyens lambda, mais aussi des personnes qui interviennent dans la santé, comme nous, qu'on l'utilise et que Kouye soit utilisé par tous les partenaires. Maintenant, pour y arriver, nous sommes sur la première phase, c'est-à-dire on va faire 3 mois de promotion et après ça, on va faire une évaluation de satisfaction pour voir un peu qu'est-ce que la population pense de cette solution digitale et prendre en compte. Ce qui est bien avec Kouye, c'est que c'est une application dynamique, qui est flexible, donc qui peut toujours intégrer des nouvelles recommandations et tout. Donc quand on va faire cette évaluation pour connaître les évaluations, il faut dire qu'actuellement nous avons beaucoup de retours de la population qui nous font des recommandations qui ne sont pas dans Kouye. Donc on prend toutes ces recommandations là et nous on essaie vraiment d'implémenter ça. Donc c'est que nous sommes là à écouter et à prendre toutes les recommandations pour qu'on puisse vraiment en quelque sorte parfaire Kouye et que ça puisse répondre aux besoins de la population guinéenne, notamment les adolescents et les jeunes. Les grandes gueules. Mais comment est-ce que Kouye arrive à parler non seulement aux professionnels de santé, mais également à une personne lambda qui ne comprend pas forcément les codes en matière de santé? Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que tout ceci parle le même langage? D'accord. D'abord, je précise que Kouye, on l'a conçu pour les adolescents et les jeunes, pour les permettre d'avoir des informations sur la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale et les violences basées sur le genre. D'accord. C'est ça. Donc, pour les professionnels de santé, récemment, on a eu une discussion avec les partenaires qui ont dit qu'on peut aussi créer un autre menu, c'est-à-dire le K+. Le K+, qui va permettre de recevoir tous les documents nécessaires qui sont produits au niveau pays, mais au niveau de la sous-région aussi, qui peuvent donner, en tout cas, que les prestataires de santé ou les spécialistes en santé de la reproduction peuvent se servir, en tout cas pour se former et former en tout cas d'autres jeunes. Mais il faut dire qu'à la base, l'objectif principal, c'est de permettre aux adolescents et aux jeunes d'avoir des informations sur la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre. Moi, je voulais juste rebondir sur Kouye. Madame Camara, est-ce que vous avez reçu des jeunes venant de la plateforme de M. Diallo? Oui. C'est bien. On travaille souvent ensemble. Même pour la formation des jeunes, ils m'appellent 2 fois sur la planification familiale. Donc, je reçois 2 fois. Alors, de l'autre côté, j'aimerais bien savoir, c'est très important déjà parce que ça en a tout pour cette nouvelle génération, d'étudier, de comprendre quelques cas comme quand on parle de la sexualité en Guinée. De l'autre côté, il serait aussi important de signifier cela qu'en Guinée, par exemple, comme dans d'autres pays, on n'a pas de moyens quand même de contrôler toutes ces personnes qui se connectent. Tout le monde a droit à accès à Internet en Guinée, par exemple. Et comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un moyen d'identification mis en place pour savoir réellement ceux qui viennent visiter votre application et poser des questions? Est-ce que vous avez une tranche d'âge ou surtout l'identification des personnes? Oui, en fait, j'étais en train de juste dire par rapport aux statistiques, c'est que ça nous permet de savoir
les personnes qui sont là, ils sont en quelque sorte dans quelle tranche d'âge, d'accord? Parce qu'on a essayé vraiment d'implémenter ça. C'est très important. Les grandes gueules. Vendre couillé, il faut dire que voici cette tranche d'âge, par exemple de 10 à 20 ans ou de 20 à 30 ans ou de 30 à cette année, voilà, qui utilisent beaucoup plus couillé. Donc, dans les données de rapportage, ça prend en compte toutes ces statistiques-là. Statistiques. Mais pour juste surfer sur Marie, Lucie, oui, Diaka. par rapport à Madame Camara, exactement cette question de digitalisation, est-ce qu'il y a un processus qui va être mis en place à votre niveau pour pouvoir vraiment digitaliser toutes ces personnes que vous planifiez et que vous enregistrez? Je ne sais pas si c'est fait ou si c'est pas fait, est-ce que ça va être le cas? Parce qu'encore une fois, avec la digitalisation, nous parlons de données, nous parlons de statistiques, et donc nous avons vraiment de la matière sur quoi nous baser pour pouvoir améliorer nos différents programmes. Je pense que le ministère est en train d'œuvrer dans ce sens. Parce que là où moi je travaille à l'hôpital régional, ils sont en train de digitaliser toutes les consultations. Ça commençait déjà. C'est une structure qui est déjà digitalisée. Donc toutes les informations, c'est dans les ordinateurs. Et je pense que ça sera fait dans toutes les structures de Conakry ou de l'intérieur. En tout cas, parce que jusque-là, celle-là qui se planifie, quand elle part, souvent c'est les petits carnets comme ça qu'on remet. Il n'y a pas d'enregistrement. Si. Il y a les registres dans tous les points de PF. On enregistre au niveau des informatisé. Non, pas informatisé. mais maintenant, ils sont en train d'informatiser. Maintenant, là, ils ont commencé pour l'hôpital régional de Anta. Parce que c'est ça la digitalisation. Et l'application, comment est-ce qu'on écrit réellement épelé couillé? Parce que là, les gens ont du mal à retrouver carrément l'application aussi, quoi. Couillé, c'est vague. D'accord. Donc, il y a une précision que je veux faire. Pour le moment, il faut dire qu'on n'a pas encore déployé sur Apple Les grandes gueules. On a fait une tentative. Donc, Apple Store a fait des recommandations qu'on est en train d'implémenter et puis on déploie sur Apple Store. Sur donc, Android pour le moment, uniquement. c'est disponible que sur Play Store. Donc, ça s'écrit K-O-U-Y-E accent aigu. K-O-U-Y accent aigu. Donc, couillé, comme on entend. Voilà, c'est ça. D'accord. Vous utilisez bien couillé, Madame Awa, et vous expliquez aux femmes comment ça se passe? Les questions que les femmes posent, c'est les jeunes ont déjà les réponses. Les prestataires de santé n'interviennent pas beaucoup, mais je suis l'intervention sur le pays. Et vous recommandez aux femmes. Mais en milieu rural, comment ça se fait? Est-ce que vous les recommandez également couillé? D'autant qu'on sait que c'est des femmes généralement qui n'ont pas ces androïdes-là. En milieu rural, je ne peux pas dire grande chose là-dessus. Parce que moi, j'évolue en Guinée. Mais quand même, il y a une coordination entre vous et celles qui sont à l'intérieur. Oui, mais il y a toujours des retours. C'est Abou Memouna qui peut parler de ça. Vous comptez intégrer couillé dans vos démarches? Pardon? Vous comptez intégrer couillé dans vos démarches à venir? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. D'accord, Diakité. Et quelles sont aussi les informations auxquelles les jeunes ont accès sur Couillé? Est-ce que c'est seulement sur la planification familiale ou bien quelles sont les informations réellement? Alors, je vais vous dire que Couillé traite deux grandes thématiques, d'accord? Là, en fait, deux catégories de thématiques. Il y a d'abord la catégorie santé de la reproduction, il y a la catégorie VBG, violence basée sur le genre. Même si les VBG font partie de la santé de la reproduction, mais souvent il faut faire cette distinction. Maintenant, à l'intérieur de ces deux grandes catégories, on a dispersé aussi en 6 grandes catégories. Voilà, 6 grandes thématiques. Il y a adolescence et puberté, donc qui est composé des cycles menstruels, les valeurs et les ambitions. Les grandes gueules. Il y a aussi la sexualité qui prend en compte les infections sexuellement transmissibles, la planification, les grossesses non désirées, ainsi de suite. Il y a aussi le menu violence basée sur le genre, comme vous le savez. Il y a le menu égalité des sexes. Il y a aussi la catégorie santé de façon générale, parce que nous donnons aussi des informations sur la santé, surtout la santé maternelle, la gynécologie, ainsi de suite. Donc, je sais pas, il y a les MP aussi, les maladies à potentiel épidémique. Donc, c'est ces 6 grandes catégories, les 6 grandes thématiques qui sont traitées, qui sont abordées dans Couillé et qui sont catégorisées en des menus. Il y a le menu info SRJAR, il y a le menu FAQ, les foires de questions, il y a quiz et puis il y a le forum qui permet aux gens de discuter directement avec les modérateurs de Couillé. En même temps, vous faites de l'éducation sexuelle chez les jeunes et
et les adolescents. Oui, exactement. C'est ça, en fait. C'est que Kouye intervient surtout dans ce sens. Parce qu'il faut dire que le pays est dans le processus d'intégrer l'éducation complète à la sexualité dans les curricula de formation. C'est bien donc, ça. Oui, nous sommes dans le processus depuis déjà 2018. D'accord. Vous savez, la lenteur administrative, ça explique ça. Mais je pense que ça existe déjà dans le programme. En 6e, je crois, en 6e, 8e ou 10e, je ne sais plus. En fait. C'est pas approfondi. En 10e, année. Je pense qu'il y a ce cours qui existe, mais peut-être le pas... ramener un peu plus tôt. C'est pas parce que les enfants sont beaucoup plus actifs maintenant. Je pense qu'il faudrait peut-être le ramener un peu plus tôt. Surtout avec la digitalisation, oui, ils ont accès à toutes sortes d'informations sur l'internet. C'est ça. C'est ça. Donc nous faisons ça. Il y a non seulement d'abord nous faisons beaucoup plus de sensibilisation sur le terrain à travers nos causeries éducatives. Nous faisons aussi des campagnes digitales à travers la conception des visuels, des vidéos et aussi des Facebook Live et ainsi de suite. Mais nous avons produit aussi, conçu aussi cette application qui pour vraiment permettre aux jeunes d'avoir des informations. Donc il faut dire vraiment que nous faisons beaucoup. Il faut que nos frères et sœurs là, arrivent soient sexuellement responsables. C'est une bonne initiative quand même. Surtout une éducation de ça tout à l'heure. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne parviennent pas à terminer les études parce qu'elles sont souvent freinées par des grossesses non désirées. Mais avec cette initiative éducative, je pense que ça peut vraiment changer la donne et donner la chance à la femme, à la jeune fille de continuer ses études. Bien sûr. Et est-ce que par hasard, vous bénéficiez quand même d'un accompagnement parental par rapport à tout ce que vous avez eu à faire, en fait? Est-ce que vous recevez quand même un retour de quelques parents, des personnes âgées? Oui, bien sûr. Il y a les deux côtés. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que... Il y a certains qui nous critiquent, mais il y a certains qui nous encouragent beaucoup plus et qui même prennent leurs enfants pour nous confier, pour qu'on puisse les encadrer. Et ça, c'est beaucoup plus nombreux. Donc, il faut dire qu'en dehors des jeunes qui font des sensibilisations, nous avons d'autres catégories de jeunes que nous encadrons, que nous avons des sessions des séances de les grandes gueules avec eux, mais de façon périodique, surtout dans les écoles, mais aussi dans les quartiers. Donc il y a certains vraiment qui nous confient leurs enfants pour les encadrer parce qu'ils pensent que ce que nous faisons est important et tout. Ceux-là qui n'adhèrent pas au fait à l'initiative, est-ce que vous avez souvent des problèmes avec eux? Les parents par exemple qui pensent que c'est une façon de mettre les grandes gueules, je ne sais pas, dans la tête des sexuels, dans la tête des enfants, et ils pensent que c'est très tôt de parler de sexe avec les enfants. Vous avez ces genres de problèmes? Oui, bien sûr, nous avons ces genres. Et ce qui est, en fait, parfois, j'aime le dire que je ne les en veux pas, parce que ce n'est pas du tout facile de comprendre quelque chose que tu n'as pas reçu à l'enfance. C'est vrai. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Les moments, ça, voilà, c'est des gens qui sont souvent, même s'ils sont réticents au début, mais quand tu les abordes et que tu les expliques de façon très respectueuse et tu les montres que oui, c'est vraiment important que les gens soient informés aujourd'hui parce qu'il y a tel cas, c'est des gens vraiment qui adhèrent tout de suite. Voilà, qui adhèrent tout de suite. C'est toujours comme ça. C'est une question de communication et de compréhension. Il faut juste trouver les mots justes. Oui, Diaka. Monsieur Diallo, je veux m'assurer que j'ai bien compris. Si j'ai bien compris votre explication, Kouye, c'est vraiment une plateforme dédiée aux jeunes afin qu'ils puissent venir récupérer cette information en toute liberté, je dirais. Discrétion, c'est le mot que je cherchais. Confidentialité, parce que c'est ça. Les jeunes sont souvent, c'est-à-dire on se focalise tellement sur les parents, mais on ne crée pas assez de plateformes pour cette jeunesse, pour qu'ils puissent se retrouver entre eux et parler sans tabou, mais de manière confidentielle. Ils savent que ce qu'ils disent entre eux ne va pas aller dans les oreilles de leurs parents et tout. Donc moi, c'est au fait ce que j'ai retenu de cette plateforme, c'est que c'est un endroit là où les jeunes peuvent aller échanger tranquillement, apprendre en toute confidentialité. Exactement. Vous savez, la meilleure façon de combattre quelque chose, il faut bien le connaître. Si on apprend les jeunes à leur connaître et à démystifier un peu le sexe aujourd'hui, ça fait, l'expérience a prouvé que ceux qui ont reçu des informations sur leur sexualité à l'enfance retardent toujours leur premier rapport sexuel. Contrairement à ceux qui n'ont pas reçu, donc qui sont... Il y a beaucoup plus de victimes. Je vous informe que j'ai été victime. C'est pourquoi je me suis engagé dedans et tout, parce que je n'ai pas du tout reçu d'informations à l'enfance. Donc on se lance dedans et directement on tombe dans des pièges. Donc c'est ça. Kouye n'apprend pas les gens à comment faire le sexe,
mais ça les apprend à connaître c'est quoi le sexe et quand tu le fais, qu'est-ce que tu vous mettre les garde-fous autour. Exactement. Donc oui, c'est ça. Vraiment intéressant parce que même aujourd'hui, certaines filles ont honte de dire à leur propre maman, j'ai vu mes premières règles. Elles ne vont même pas à l'école quand elles ont leurs règles. Parce que c'est tabou, ils n'en parlent même pas. Justement. Et question d'éducation. Exactement, tout à fait. Mais même le viol. Il faut préparer les filles encore une fois. Oui. Avant l'âge de puberté, il faut approcher les filles. Vous les expliquer, voilà ce qui vous attend. C'est très important dans son processus. Et comme elle l'a dit, il y a des filles aujourd'hui, quand elles sont à règle, mais elles ne viennent pas à l'école. Et cela freine sur ce qu'elles sont en train de faire. Mais pire, il y en a leur première règle, parce que j'ai eu à avoir cette conversation avec des jeunes filles ici sur le terrain, mais elles pensent qu'elles vont mourir. Oui, parce qu'elles n'ont pas reçu la première information. Elles ne sont pas préparées. La maman n'a rien dit. Donc les premières règles, elle pensait qu'elle est en train de mourir. Elle panique, exactement. Donc c'est quand elles partent en courant chez leur maman, elle dit non, c'est normal, ça arrive. Et c'est seulement à ce moment qu'elle le découvre. Mais de manière très brève. C'est-à-dire ce genre, va te chercher, aucune information autour, elle ne sait même pas ce qu'elle attend. Donc il y a on te dit avec le temps tu comprendras, mais il n'y a aucune information derrière. Et c'est assez brutal. C'est aller vers l'inconnu. Sur le même plan, les jeunes ambassadeurs ont eu à former, c'était 10 écoles, non? Oui. Dans chaque école, on a pris 2 personnes et on a demandé le consentement des parents. Les grandes gueules. Donc les enfants là ont été formés sur la planification familiale, les violences basées sur le genre et beaucoup d'autres sujets. Ces enfants là sont actifs maintenant dans les structures parce que moi souvent j'avais participé à leur formation, souvent ils m'appellent pour me poser des questions ou pour m'orienter des femmes, des élèves qui ont des difficultés. Oui, non, mais moi je pense que c'est en multipliant les initiatives telles que celle de M. Diallo et la communication. Si aujourd'hui, par exemple, même quand on prend les cas de viol, comme Dr Makele l'a dit tantôt, le viol a toujours existé dans notre société. C'est que c'est aujourd'hui qu'on en parle. Aujourd'hui, on brise le silence. Exactement, c'est pas qu'il y a plus de viols qu'auparavant, c'est qu'aujourd'hui, les victimes le silence est brisé. C'est ça. Aujourd'hui, les survivantes, Marie, j'aime pas le terme victime, j'aime utiliser survivante parce qu'elles survivent et elles continuent leur vie malgré ce qu'elles subissent. Donc les survivants ont libéré la parole. Aujourd'hui, la société, on en parle. C'est pour ça qu'on entend matin, midi, soir, viol. La honte change de camp. La honte change de camp, exactement, parce que tu es victime 2 fois. Oui, d'abord par ton abuseur et aussi par la société. Par la société, surtout, et ce sont les pesanteurs qui oui, d'accord, tout à l'heure. Ce sont des pesanteurs qui vraiment font que les victimes se recroquevillent et se sentent encore beaucoup plus mal. Et je pense que les victimes qui se libèrent, qu'on écoute, ont beaucoup plus... Survivants. Les grandes gueules. Jaka, ça va aller. Elle arrive. Ça va aller. C'est important, c'est important. Les survivantes qu'on écoute, elles ont beaucoup plus une facilité de réintégration au sein de la société que celles qui n'en parlent pas ou qu'on n'écoute pas ou qu'on marginalise. Et je pense que la société doit aussi se remettre en question. Cause, bien sûr. En question. Merci beaucoup, Madame Awa Kamara. Vous êtes sage-femme. Également à Monsieur Abou Maïmouna Kouye. Je sais que toutes les dames autour de cette table-là vont aller télécharger Kouye. Je vois déjà, elles ont noté quelque part Kouye. Donc c'est sûr. Et je sais que vous aussi vous ferez pareil. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc on va vous libérer et pour recevoir Madame Fatoumata Kamara. Elle est agripreneur. Dernier virage, compte des grandes gueules de ce jour, le 8 mars. Évidemment, on était avec Madame Joséphine Colli Tengiano, elle est substitut du procureur de la CRIEF. On parlait tout à l'heure de compétences. Jaka Kamara qui voulait rebondir là-dessus. On va en parler peut-être en off sans elle. On va beaucoup plus miser sur la compétence parce que c'est pas parce que vous êtes femme non plus que toutes les portes vous seront ouvertes. Et c'est pas non plus parce que vous êtes femme que toutes les portes vous seront fermées. Exactement. Je pense qu'il faut beaucoup plus miser sur la compétence, le mérite. Jaka Kamara.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis fatiguée. Écoutez, j'ai à peine 2 heures de sommeil. Donc, oui, c'est important d'être là. Ouais. Donc, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis d'accord pour que la femme ait la place qu'elle mérite. C'est pas parce que je suis une femme que je dois avoir un poste, mais c'est parce que je suis brillante. J'ai les capacités et les compétences pour occuper ce poste que je dois avoir ce poste. Donc, c'est important de vraiment revenir sur ce que mettre un accent là-dessus. Et elle a dit quelque chose de très important. Il y a des femmes qui sont compétentes mais qui n'ont pas aussi le courage de s'affirmer. Et surtout dans un pays là où les tonneaux vides font plus de bruit que ceux qui connaissent ce qu'ils connaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc il faut vraiment qu'elles aient le courage de s'affirmer. Oui. On ne vous donnera rien gratuitement. Jamais. Alors, Diaka Camara, on a une femme qui évolue dans le secteur du digital, à toutes d'ailleurs. Elle s'appelle Madame Fatou Diarra, que nous avons en ligne. Madame Diarra, bonjour. Bonjour. Alors, vous évoluez dans le digital, vous avez mis en place un système de paiement des étudiants guinéens sans pour autant passer par de main à main, comme on le dit, mais vous avez digitalisé le paiement des étudiants guinéens. Comment est venue cette idée rapidement? On n'a que 3 minutes, madame. Ok, donc merci déjà de m'avoir. Donc, nous, notre système de paiement n'a pas été conçu spécialement pour les étudiants. On a créé la société en 2015 et on a été agréé par la Banque centrale en 2016. Donc, nous avons créé un wallet qui permet effectivement de faire le paiement sans passer par le numérique. Et nous avons eu la chance d'être choisis par le ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre du paiement des pécules des étudiants. Et ce qui permet aux étudiants aussi d'avoir un wallet, un compte, qui leur permet de faire des achats, faire des transactions et aussi de faire des dépôts et des retraits. Oui, Aïssa t'a déjà quitté. Donc, c'est ça à résumer. Oui. Alors, vous évoluez dans la technologie. Aujourd'hui, le thème même de la journée, c'est technologie pour l'égalité des sexes. En quoi est-ce que justement les technologies peuvent jouer un rôle dans l'égalité des sexes? Alors, aujourd'hui, nous savons tous que le numérique, c'est un facteur d'inclusion des femmes, car ça permet une ouverture au monde. Une femme qui est dans le numérique est une femme qui a des informations, c'est-à-dire qu'il peut avoir de l'éducation, ça lui aussi des opportunités, ça lui permet d'apprendre, ça réduit les inégalités aussi du genre dans tous les secteurs. Et aussi, quand on approche le numérique de manière vraiment soucieuse, ça permet l'égalité des sexes et puis aussi ça permet aux femmes de s'épanouir aussi parce que ça leur permet de voir ce que d'autres personnes font. Donc, ça leur ouvre des ouvertures par rapport au networking, ça leur permet de faire des partenariats partout dans le monde, de vendre leurs produits partout dans le monde, de même faire des certificats, d'apprendre. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui apprennent. Pour la dernière question. Oui. Bonjour Fatou, c'est Diaka. On se connaît. Moi, j'avais juste une question à vous poser. Par rapport aux obstacles, en tant que femme dans le monde digital et technologique, vous avez eu quand même un contrat qui n'est pas un des moindres, celui des pécules des étudiants. Quels sont les obstacles? Je t'entends pas bien. D'accord, vas-y, je vais Tu m'entends? Quels sont moi ma question c'était par rapport aux obstacles auxquels les obstacles auxquels vous avez eu à faire face, surtout étant une femme à la tête d'une entreprise, d'une start-up digitale ou. Oui, c'est ça. Voilà. Vos difficultés, Madame Diarra. Les difficultés ici, je vais rester dans le secteur guinéen. Les difficultés dans le secteur guinéen, c'est déjà le digital en général, que ce soit un homme, que ce soit une femme, les gens ne sont pas très portés sur le digital. Alors, quand tu es une femme et que tu es entrepreneur, tu te bats dans un monde d'hommes, ça c'est dans tous les secteurs. Par contre, les difficultés dans le digital pour les femmes en général, c'est le manque d'éducation. Les femmes aujourd'hui, on sait que nous sommes les moins éduquées, nous sommes la couche qui a moins accès à l'éducation. Donc, ce qui fait qu'on est une minorité à avoir accès aux services digitaux et donc ce qui limite aussi notre progrès. Sinon, personnellement, moi, je fonctionne dans un monde d'hommes depuis très longtemps et je ne vois pas le genre comme un frein pour moi personnellement. Mais en général, les femmes guinéennes, vu le niveau d'éducation qui est très très bas, ça les limite dans tout ce qui est digital, tout ce qui est technologie.
ce à quoi on dort au midi. D'ailleurs, l'État devrait vraiment mettre des choses en place pour les formations des femmes dans les technologies, pour leur suivi et leur introduction aussi au service numérique. Merci. Merci beaucoup pour votre rapport, Madame Fatou Diarra. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Paycar, ce système de paiement mobile money, comme tu le disais tout à l'heure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Aïssata Diakité, merci. Merci à Mariam Fodé, merci Jaka Camara d'avoir accepté l'invitation. Merci également à Marie-Lucie Camara. Merci, même si j'avais un petit mot à lancer. Peut-être un dernier mot. D'accord, on va aller rapidement. Le technicien, il me signale, vous avez grignoté le temps. Juste dire ceci à toutes nos sœurs, nos mamans, toutes celles qui nous écoutent. Il est temps donc de se mettre à la tâche. Il ne faudrait pas qu'on reste derrière à penser que quelqu'un viendrait nous prendre la main et nous donner quelque chose. Rien n'est gratuit. Oui. Mais dans ça aussi, tout s'apprend. Il faut le dire. Hein. Même si on n'a pas cette compétence qu'il faut, tout s'apprend. Merci. C'est bon. Jaka, juste un mot, Jaka. Moi, je dirais encore une fois, d'abord merci. Et vraiment remercie Lamine Guérassi quand même de mettre les femmes à l'honneur, c'est important. Merci. Kifoshi. Mais à toutes ces femmes, ces jeunes femmes, ces femmes guinéennes, vous êtes courageuses, vous êtes battantes, vous êtes exceptionnelles. Ne laissez personne d'autre vous faire croire le contraire. Un mot, pas plus, un mot. Alors merci à tous. Merci beaucoup. Un mot de quitter. On peut faire, femme fait. Merci beaucoup Aïssata Diakité, 1 milliard de merci. Merci de nous avoir accueillis chez vous. On espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Très bonne journée de commémoration des droits des femmes. Portez-vous bien et bonne journée sur Radio Espace, Espace TV.